Bonjour à toutes et à tous. S'il vous plaît, Monsieur Delaporte, un peu de discipline. Merci pour votre présence. Juste peut-être un point de retour sur le texte qui nous a occupé hier et sur la parité. Évidemment, pour nous, c'est une satisfaction. Vous savez que c'était un texte qui était porté par notre groupe et en particulier par Élodie Jacquier-Lacheforge, qui en avait été la rapporteure pendant la mandature précédente. Elle était d'ailleurs même à l'initiative du texte. Et on avait Delphine Lingman qui était la rapporteure pour ce texte. Évidemment, satisfait, avec quand même un peu d'étonnement que, je vous le dis, en 2025, le résultat du vote final, c'est 206 pour et 181 contre. Il y a encore 181 personnes qui sont contre la parité dans ce pays. Alors, je comprends les interrogations que certains avaient sur la question du scrutin de liste, parce que c'est une nouveauté, mais il n'y a pas d'autre solution pour aller vers la parité. Et la parité, me semble, va nous faire tellement gagner en représentativité dans ces territoires, en forces vives qui vont pouvoir sans doute plus facilement s'engager, qu'il fallait évidemment y aller. Donc vraiment, j'avoue qu'on était un peu... Enfin, moi, j'étais à titre personnel, et je crois qu'on partage assez dans le groupe, assez stupéfait qu'il y avait encore 181 députés dans ce pays contre la parité. Voilà. Je voulais pas vous en dire plus là-dessus. Après, on a vu les débats, comment ça s'est passé. Je crois qu'il n'y a aucune question sur ce second vote, sur cette deuxième délibération. Vous avez bien vu, il y avait une voix. Et ensuite, il y a eu 30 voix d'écart. Et ce n'est pas le revirement des 5 communistes qui a fait changer. C'est qu'il y a eu visiblement... voilà, c'est le règlement, hein, cette deuxième délibération. Quand c'est confus et quand on ne sait pas trop, on peut parfaitement les faire. Voilà. Je vous laisse poser des questions sur le reste de l'actualité. Oui. Mais encore une fois sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut y voir des divisions au sein du socle commun sur ce vote-là, sur la parité? Bah non, vous avez vu le résultat du vote, il n'y a pas de division. Il y a quelques personnes, un ou deux ici et là, qui ont pas voté pour... Ah oui, c'est vrai que le socle commun, c'est les LR. Ah oui, oui. Oula. Je vois que je viens de faire une bourde. Non, pas une bourde, mais une boulette, mais qui veut dire quelque chose. Effectivement, oui, effectivement. Je pensais, quand vous avez dit socle, je pensais j'étais encore en 2022. Mais oui, effectivement, il y a une grosse différence, mais on sait que sur certains sujets, il y a des différences. Mais je vais laisser Perrine essayer de... Non, mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a déjà, j'allais dire, quelques différences d'appréciation au sein des Républicains, puisque au Sénat, ce texte avait été largement soutenu par les Républicains et que chez nous, ils sont quand même divisés. Il y en a 2 qui ont quand même voté pour ce texte. Ensuite, je pense qu'il est très important quand même, c'est de rappeler que sur ce texte, on va avoir en fait un même mode de vote dans toutes nos communes françaises. Et ça, c'est important. Je veux dire, moi, j'ai eu un maire ce matin qui m'a appelé pour être sûr qu'on avait voté conforme avec le Sénat parce que aux dernières élections, une femme de son conseil municipal avait 50 voix de moins que les autres, qu'elle avait été rayée. Et en fait, c'était celle la plus active et qui avait sûrement fâché certains parce qu'elle avait empêché certaines choses. Donc on voit bien que c'était plus non plus possible. C'est-à-dire que les plus actifs de nos communes, c'était ceux qui se faisaient rayer au mandat d'après. Donc honnêtement, il n'y a pas de raison. Dans les communes de moins de 1000, ils sont capables d'avoir une liste, ils sont capables d'avoir des femmes. Et puis en plus, on a mis, j'allais dire, des possibilités. C'est-à-dire que les listes pourront être incomplètes. Bref, voilà, arrêtons d'être un peu dans le monde d'hier, passons dans le monde de demain. Et quand on a eu déjà le passage sur les communes de plus de 1000, on avait déjà eu ce genre de débat. S'il y en a qui ne veulent pas aller vers l'avenir et vers l'égalité des hommes et des femmes dans notre pays, ce n'est pas notre cas, en tout cas au MoDem. Au MoDem, voilà, nous souhaitons bien entendu que ces listes se mettent en place. Et bien entendu, il peut y avoir dans certains groupes des sensibilités différentes. Mais voilà, en tout cas, nous sommes unis derrière cette volonté. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est donc voté en termes communs avec le Sénat, donc ça va s'appliquer. Donc aujourd'hui, réjouissons-nous de cette application qui va avoir lieu pour les prochaines élections. Et où je serai attentive, par contre, c'est que depuis hier, on nous dit que ce texte ne peut pas avoir lieu un an avant parce que ça perturbe les élections. On verra si les mêmes ont les mêmes propos tout à l'heure sur le projet de loi Paris-Lyon-Marseille,
Et je pense qu'il sera intéressant que vous regardiez entre ceux qui, hier, pour la parité, disaient qu'il ne fallait pas changer, et qui, là, sur Paris-Lyon-Marseille, pourraient aller, pour le coup, sur un changement. Donc je pense que ça va être intéressant tout à l'heure dans l'hémicycle. Voilà. Une question sur la proposition de loi d'Éric Ciotti pour supprimer l'exécution provisoire. Quelle est la position du groupe MoDem ? Bon, alors ça va être une position un peu plus personnelle parce qu'on n'en a pas encore complètement parlé, mais en tout état bon, moi je pense que légiférer sur ce sujet dans le cadre de contestation qui a été fait des juges et des jugements, ce serait vraiment pas très sain. Donc légiférer le 26 juin, je crois, sur ce sujet, ça me paraît être une très mauvaise idée. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. On verra si le groupe partage cette idée. Je pense qu'il ne sera pas loin de partager cette idée. Dans ce pays, souvent, on réagit par l'émotion sur les textes de loi. Et je crois qu'il faut parfois faire tout le contraire, prendre le temps de l'analyse, prendre le temps de l'évaluation du dispositif. Alors une chose est sûre, c'est que moi, les peines d'inéligibilité, j'ai toujours été pour, et on restera, je pense, dans notre groupe pour. C'est-à-dire que quand vous faites... excusez-moi, je vais parler comme quand vous faites des grosses bêtises, quand vous faites des choses qui sont parfois plus que de l'ordre de la bêtise, qui sont de l'ordre du délit et du délit grave, je crois que c'est assez normal que vous ne puissiez pas vous présenter et que vous payiez aussi sur cette question-là. Après, sur l'exécution provisoire, personnellement, je trouve le dispositif intéressant. Avant l'exécution provisoire, qu'est-ce qui se passait? Souvent, vous aviez des personnes qui faisaient appel, tout en sachant qu'ils allaient avoir leur premier jugement confirmé, mais simplement pour gagner du temps. Et pour gagner parfois 1 an, 2 ans. Et donc se représenter et donc parfois être réélu. Et ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Et donc c'est pour ça que moi je ne suis pas contre l'exécution provisoire à titre personnel. Et je pense que c'est quelque chose qui peut protéger voilà, notre société dans le cadre des élections, mais aussi dans le cadre des entreprises. Je rappelle juste que quand vous dites sans arrêt au procès et dans les médias que non, vous n'avez pas triché et que, en fait, si, vous avez triché, mais vous assumez parce que c'était pour faire vivre votre parti. Je suis désolé, la réitération, elle est assez probable dans d'autres circonstances. Donc, je trouve assez normal, moi, pour revenir sur le cas de Marine Le Pen, qu'elle a été condamnée, on verra, il y aura un appel, mais que l'exécution provisoire s'applique, ça me semblait assez normal. Oui, vas-y. Oui, juste pour compléter, aujourd'hui, on parle d'un texte qu'on n'a pas vu. Un texte qui n'est pas déposé, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il sera important d'attendre déjà le dépôt de ce texte. Et puis, comme disait très bien Erwan, ne pas refaire... Je veux dire, cette inéligibilité, elle fait suite au procès Cahuzac. On voit bien que, comme il disait très bien Erwan, légiférer dans la précipitation, ce n'est pas la bonne solution. Voilà, pour le moment, en tout cas, attendons le texte. Et puis, je pense qu'il est urgent d'attendre. Qui plus est, mettre ça dans un texte de niche... Honnêtement, c'est pas forcément à hauteur. Réformer la justice sur un tel sujet, il faut que ce soit un texte de loi bien bordé avec, à mon avis, analyse de risque, etc. auparavant. Bref, on va attendre, mais en tous les cas, de toute façon, ça m'étonnerait qu'on soutienne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. En conclusion, oui, bonjour. Un sujet peut-être un peu en marge, mais j'ai entendu parler de MoDem et de Renaissance, de rapprochement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça existe, tout ça? Ça existe. Bon, déjà, plusieurs points. C'est pas complètement. Bon, c'est pas d'actualité. Je vais être clair. Ça a été sorti comme ça, on va pas tourner autour du pot. Je ne crois pas que ça soit notre priorité. Et puis ça doit répondre à un certain nombre de prérequis. Aujourd'hui, en tout cas pour nous parlementaires et puis pour nos militants MoDem, ces prérequis ne sont pas vraiment remplis. Ensuite, par contre, parfois que ça revienne à certains moments, oui, pourquoi pas, on peut se poser la question, on n'est pas si proche, on n'est pas si éloigné surtout, je veux dire, on n'est pas si éloigné. Mais on n'est pas si proche non plus.
voyez ce que je veux dire? C'est que nous, le MoDem s'est construit sur cette volonté de construire des ponts avec les autres familles politiques, mais en gardant, nous, notre identité et notre ADN historique. Et donc, voilà. Donc, parler de fusion, moi, j'avoue que c'est prématuré et je crois que ce n'est pas le sujet. Par contre, parler de travail, de rapprochement avec, dans ce moment politique très particulier, de tensions internationales et de menaces sur notre modèle démocratique, qu'on fasse des ponts avec la droite modérée comme on a essayé de le faire, bon, avec pas toujours tous les succès qu'on aurait aimé, mais aussi les sociodémocrates, moi je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire. Et il faut qu'on sorte de cette obsession d'élection présidentielle là aussi. Parce que ces petites musiques, c'est avec l'idée d'avoir un grand parti pour les élections présidentielles. Enfin, nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on est sur comment on crée des ponts avec la droite modérée, comment on crée des ponts avec la gauche modérée pour pouvoir gouverner ce pays, le réformer sur les sujets qu'on peut réformer et tout simplement répondre aux préoccupations des Français. Et je crois qu'il y en a un certain nombre. D'autres questions? Oh bah zut alors, on a chassé les PS 2 minutes trop tôt. Ouais. Non, pas de questions? Ok, eh ben, j'ai un mot de conclusion. Comme vous le savez, demain aura lieu la conférence de presse présentant le rapport que j'ai donc écrit suite à la commission d'enquête sur les violences dans le monde du cinéma, du spectacle vivant, de la mode, de l'audiovisuel et de la publicité. Donc je vous invite évidemment à y venir demain et donc on vous présentera nos propositions qui sont nombreuses et puis surtout on vous fera le résumé de cette commission d'enquête qui est plein d'enseignements sur le monde de la culture mais qui donne aussi beaucoup d'enseignements sur l'état de notre société par rapport aux questions d'égalité femmes-hommes et par rapport aux questions de violences sexistes et sexuelles. Et c'est pour ça, et pour boucler avec le début de notre conférence de presse, que de voir encore une fois, je leur dis, 181 députés qui étaient contre la parité. J'avoue que dans le contexte de ce que vous sera présenté demain dans cette conférence de presse, je me pose quelques questions. Merci à tous. Voilà.